Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant. Donc, Cyril Pigot, je suis chargé de mission à l'accompagnement des copropriétés à l'Agence parisienne du climat. Je vous remercie d'être présent pour ce nouveau webinaire Solutions Pro que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui et qui portera donc sur l'ergothérapie et l'accessibilité au logement. Un petit point technique, comme d'habitude, sur le déroulé de ce Solutions Pro. Donc, vous avez le petit onglet que vous pouvez trouver normalement en bas de votre écran, questions-réponses, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Soit on essaiera de les prendre au fil de la discussion, ou soit à la fin de ce webinaire pour avoir un temps d'échange de questions et réponses. On a un nombre assez restreint de participants, donc c'est l'occasion aussi de poser toutes vos questions. On a la possibilité de prendre des questions à l'oral, donc n'hésitez pas à me faire signe si c'est votre volonté. Donc on sera ensemble pour environ 1 heure et demie pour aborder cette thématique. Et ce webinaire sera rediffusé ensuite sur notre chaîne YouTube et la présentation sera bien évidemment envoyée à tous les inscrits. Une petite introduction sur l'Agence parisienne du climat. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une association indépendante qui a été créée par la ville de Paris il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant pour accompagner le plan climat local de la ville de Paris. Dans ce plan climat, il y a tout un volet énergétique sur la consommation, notamment de l'habitat. Et donc, ça va être une grosse partie de l'Agence parisienne du climat, donc l'accompagnement de la transition énergétique du milieu de l'habitat privé et donc des copropriétés à Paris. Donc ça se passe à travers notre outil que l'on a développé qui s'appelle Coach CoPro. Coach CoPro qui est un outil donc de mise en relation entre conseillers, conseil syndical, syndic pour obtenir des conseils et un accompagnement sur la rénovation énergétique. C'est un outil sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations et par lequel on fait ces différents webinaires. Donc, Solutions Pro, donc plutôt à destination des professionnels, syndics ou professionnels de la rénovation énergétique. Euh, et puis, du coup, une mise en relation entre professionnels et copropriété, donc sur tout ce qui va être études et travaux. Donc, ces solutions pro, c'est l'occasion d'aborder différentes thématiques de la rénovation énergétique et puis de tous les sujets qui vont graviter autour. Donc aujourd'hui, on a un sujet qui va être un petit peu spécifique, mais essayer de l'embarquer dans la rénovation énergétique, ça peut être intéressant. On sait qu'il y a des demandes de plus en plus importantes sur ces sujets dû au vieillissement de la population et des propriétaires, notamment à Paris et en Île-de-France. Donc, intégrer ces sujets, ça va vraiment permettre d'avoir un programme de travaux qui va être pertinent. Donc là, je vous ai mis le petit rendez-vous pour le prochain Solution Pro qui aura lieu le 23 mars sur les enduits isolants. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant. Vous avez le lien d'inscription. Et puis également, un petit point dès à présent pour vous communiquer la date de notre forum Habiter durable qui aura lieu le 12 avril prochain durant lequel vous aurez différents stands animés par des professionnels et puis également des conseillers de toute la métropole du Grand Paris. Donc, je suis en présence de Aude-Laure, Gaël et Raphaël qui vont donc aujourd'hui se charger de vous présenter cette thématique de l'ergothérapie et de l'accessibilité des logements. Donc, merci beaucoup de votre participation à vous trois. Et puis, Raphaël, je te laisse la main pour partager le document. Merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce que je m'y retrouve? Est-ce qu'on me propose un partage d'écran? Mais moi, je voudrais partager un fichier. Alors, Google Drive. Bon, sinon, il y a l'option partage d'écran directement, mais la résolution s'en voit un peu affectée quand même. Ouais, c'est comme ça, je pense déjà.
Alors, ça va être du partage d'écran. Bon, bah, c'est bien, vous aurez vu tout le déroulé à vitesse accélérée. Parfait. Bon, bah alors pour vous introduire un petit peu comment est-ce que ça s'est passé, vous aurez vu dans les slides qu'a présenté Cyril qu'on voit le petit logo de Solia, donc on est des partenaires de l'APC, mais cette prise de contact répond à une volonté plus large de sensibiliser à l'enjeu de la perte d'autonomie et de l'adaptation en copropriété. Puisque bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails puisque ça fait partie de la présentation, mais Solia, qui est souvent connu des architectes, des syndics et des conseils syndicaux pour la question de la rénovation énergétique, travaille aussi en tant qu'opérateur habitat pour l'assurance retraite, pour aider tout simplement les personnes âgées et les personnes handicapées à rester à domicile. Donc, en fait, de ce fait, un des enjeux qui s'est posé, comme on le détaillera par la suite, c'était de se demander en fait comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les copropriétés, pour intervenir en copropriété, en sachant que c'est un écosystème, une gouvernance qui est particulièrement complexe à saisir et que l'assurance retraite n'a pas forcément toujours été à même de garantir un accès aux droits pour les personnes qui peuvent bénéficier d'un accompagnement. Donc, pour ce qui est de la structuration, je laisse Aude-Laure Tivelier et Gaël se présenter et je me présenterai par la suite, étant donné que, comme vous l'imaginez, Solia, c'est un mouvement associatif, donc il a aussi sa complexité. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Aude-Laure Tivelier. Donc, comme l'a expliqué Raphaël, on fait tous partie du mouvement Solia. Raphaël est au niveau de l'Union régionale, donc Île-de-France. Et nous, on est donc Solia Grand Paris et on intervient actuellement sur Paris, le 92 et le 95, dans les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise. Et actuellement, moi, je suis la responsable de l'équipe adaptation, et donc notamment des ergothérapeutes qui interviennent chez nous sur différents domaines qu'on verra tout à l'heure, mais je laisse Gaëlle se présenter Oui, aussi. merci Anne-Laure. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Gaëlle Barbier, ergothérapeute au sein de Solia depuis un petit peu plus d'un an, voilà, et au sein d'un secteur bien défini qui est le secteur 75, mais aussi dans le cadre aussi de tout ce qui peut être le 92 par rapport à tout ce qui concerne l'intervention ponctuelle et les liens que je peux avoir avec les partenaires. Voilà, donc enchanté à tous. Et pour ma part, donc, je suis Raphaël Bonnet, le coordinateur régional de Solia Île-de-France, qui est une entité régionale, donc on ne parlera pas de fédération, mais une UR, tout simplement. Donc l'UR, sans rentrer trop dans les détails, mais on appuie notamment l'ensemble des structures adhérentes. Donc on a 4 structures généralistes et 2 structures spécialisées, à la fois dans le pilotage de dispositifs régionaux et dans des éléments de plaidoyer et de représentation institutionnelle. Donc pour entrer dans le vif du sujet, bon, je n'ai pas fait un point avec la synthèse des points, mais tel qu'on avait envisagé la présentation, il y avait quand même un temps qui nous paraissait important, qui était précisément de revenir un petit peu sur ce que fait Solia, au-delà de la rénovation énergétique, une présentation du mouvement, et notamment avec un focus sur qu'est-ce que c'est que l'adaptation à Solia Grand Paris. Dans un deuxième temps, l'idée, c'était d'intervenir sur quelque chose de beaucoup plus concret, donc vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'ergothérapie, avec tout simplement le témoignage de Gaël qui reviendra sur ses expériences, sur son travail quotidien. On aura aussi quelques précisions sur les différents éléments à prendre en compte lorsqu'on parle d'adaptation, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de changer des salles d'eau, mais il s'agit au contraire d'un travail assez poussé. Et donc, il s'agira par contre de comprendre quels sont les points de vigilance, les points d'alerte et toutes les déclinaisons de l'accompagnement qui sont faits par l'ergothérapeute. Bien qu'on n'ait pas de conseiller ou de conseillère habitat, il s'agira aussi de vous faire un léger panorama des aides existantes, parce que comme vous vous en doutez bien, lorsqu'on parle d'action sociale, et notamment pour tout ce qui touche à l'adaptation et à l'accompagnement des personnes âgées, c'est quand même un organigramme assez complexe. Et à titre de conclusion ou d'élargissement, pour ouvrir un petit peu les pistes de réflexion, on vous présentera une action qu'on est en train de porter pour le compte de la CNAV, qui est l'action prévention copropriété. Même si malheureusement vous n'avez pas forcément la possibilité de vous exprimer de vive voix, quelque chose qui nous paraît important, et on prendra le temps entre chacune de ces sections, c'est d'avoir des temps d'échange, ou en tout cas des temps de réponse spécifiques, avec quelques suggestions de questions qu'on avait, mais à titre strictement informatif.
Donc, pour ce qui est du mouvement Solia, qui, comme vous l'avez vu, on le voit en haut à gauche de la carte de Cyril, qui intervient notamment dans l'accompagnement des copropriétés et qui est également SAR. Le mouvement Solia est un mouvement assez tentaculaire, qui a une histoire assez longue, comme beaucoup d'associations qui interviennent dans le cadre de l'habitat. Donc, je ne vais pas non plus faire un séminaire sur l'histoire de Solia, mais on vient du Pacte Tarim, qui fait partie de ces associations qui voient le jour dans les années 40-50, donc dans le sillage de l'appel de l'abbé Pierre. Et on s'est par ailleurs regroupé, et c'est la deuxième ascendance qu'on a, un autre mouvement associatif qui s'appelait Habitat et Développement, et dont la particularité n'était pas tellement de lutter contre les taudis, comme le sait le Pacte Tarim, qui avait vraiment un focus très urbain, mais plutôt de répondre aux problématiques d'habitat qu'on avait dans des zones rurales. Donc, ces deux mouvements historiques se sont regroupés en 2015, et on a gardé justement une grande diversité d'activités, qui fait que parfois pour nos partenaires, c'est même difficile de s'y retrouver. Mais généralement, pour faire relativement simple, ce qu'on dit, c'est qu'on intervient dans l'accès et le maintien dans l'habitat. Donc, comme vous pourrez le déduire, dans le volet maintien dans l'habitat, il y a logiquement la question de la réhabilitation accompagnée et notamment la rénovation énergétique, mais il y a aussi la question de la prévention de la perte d'autonomie et de l'adaptation du logement pour permettre aux personnes âgées et personnes handicapées de rester à domicile. L'autre volet, et si vous avez des questions, vous nous demanderez, mais ce n'est pas forcément le cœur du sujet, mais c'est l'accès dans l'habitat. Donc, Solia intervient notamment pour assurer des maîtrises d'ouvrage urbaines et sociales, donc des opérations comme le Grand Paris, qui implique un certain nombre d'expropriations, de relogements, de la lutte contre l'habitat insalubre aussi, et des dispositifs de ce qu'on appelle la gestion locative adaptée, et plus spécifiquement l'intermédiation locative, où ce qu'on fait, en fait, c'est tout simplement accompagner des familles qui sont dans des centres d'hébergement d'urgence ou dans des nuitées hôtelières à accéder à des logements temporaires au vu de faire leur transition vers le parc privé. Donc, pour faire simple, dans tout ça, on opère pour l'accès et le maintien dans l'habitat. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est un mouvement associatif, donc à but non lucratif. On est agréé service social d'intérêt général, ce qui est quand même une valeur ajoutée assez importante lorsqu'on parle d'accompagnement à la réalisation des travaux, puisque c'est quand même un gage de neutralité qui est quand même assez important. Pour parler un petit peu de l'état actuel du mouvement, on est 140 structures qui interviennent partout en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer. Et donc, en Île-de-France, on a 4 structures, donc Solia Grand Paris, fièrement représenté aujourd'hui, mais on aura aussi Solia Seine-et-Marne, Solia Yvelines-Essonne et Solia Est parisien. Et on a par ailleurs 2 structures dites spécialisées qui interviennent vraiment sur des corps de métiers spécialisés. Donc, l'agence immobilière et sociale, l'AIS Île-de-France, et CDS Iprem qui intervient plutôt dans l'hôtellerie sociale. Donc, pour détailler un petit peu ce qui est fait, je te laisse la main, toi, Aude-Laure, pour expliquer ce que vous faites dans le pôle adaptation de Solia Grand Paris. Voilà, et pour préciser un petit peu ce que Raphaël avait indiqué dans la slide précédente, effectivement, donc nous, on est 190 aujourd'hui, on intervient donc, principalement sur les 3 territoires que je vous ai indiqués, et c'est vrai que ponctuellement sur des missions très sociales, spécifiquement, on intervient aussi sur 93 et 94 actuellement. Au niveau des missions, donc nous, enfin Gaëlle et moi, on appartient au pôle réhabilitation accompagnée. Alors comme Raphaël a fait un peu d'historique, je vais le faire un petit peu en 2 secondes. Ce pôle-là, c'est le pôle historique, donc on intervient vraiment au niveau du diffus, donc spécifiquement sur les personnes qui viennent nous solliciter directement pour des questions, donc effectivement d'adaptation, mais pas que, aussi au niveau des rénovations thermiques. Et donc on fait ou du privatif ou de la copropriété. Au niveau de l'adaptation spécifiquement, effectivement, donc comme c'est présenté sur le slide, on a différentes entrées et différentes missions qu'on peut proposer. Donc le diffus, comme je vous le disais, les gens ils nous contactent directement. J'ai une problématique de salle de bain et d'autres, enfin en tout cas d'adaptation. Donc là, ce sont nos ergothérapeutes qui interviennent. Sur certains territoires, on a aussi un binôme avec une architecte qui, elle, voilà, est spécialisée dans l'adaptation également. On peut avoir aussi des moments avec des locataires de parc social. Donc, dans le diffus, c'est effectivement soit des propriétaires occupants, soit aussi des locataires privés ou sociaux. Et nous, on intervient aussi sur certaines conventions avec des bailleurs sociaux. Et là, c'est eux qui nous envoient des bons de commande et on intervient pareil sur l'adaptation, donc à différents niveaux. Ça nous arrive aussi sur
des parties un petit peu extérieures, pas que du privatif. Et puis sur ces moments effectivement de prévention collective, donc là, depuis un certain nombre d'années, enfin moi de mémoire, au moins 2018, on intervient avec la CNAV dans un dispositif qui s'appelle le PRIF, donc Prévention Retraite Île-de-France. Et là, ce sont nos ergothérapeutes accompagnés des techniciens aussi qui interviennent eux sur la thermique et nos conseillères habitat qui font donc des modules de 5 ateliers, enfin des ateliers de 5 modules plutôt, sur effectivement pur ergo, sur les gestes et postures, sur les aides techniques, sur l'environnement. Après, il y a un module sur les éco-gestes et puis le dernier sur vraiment spécifiquement l'adaptation et ou la rénovation thermique dans les logements. Et donc ça, c'est les communes en général qui nous contactent ou les CCAS, les CLIC, enfin les partenaires avec lesquels on intervient. Et donc sur le public, effectivement, donc les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, on peut aussi donc intervenir auprès d'enfants si jamais il y a des difficultés, et des demandes. Et sur le métier donc, de l'ergo, c'est plutôt Gaëlle qui vous précisera plus spécifiquement, mais juste sur... il peut y avoir aussi parfois des visites aussi, alors pas forcément conjointes, mais en tout cas qui se suivent, parce qu'on se rend compte aussi, soit c'est nos techniciens qui vont sur place et il y a des problématiques d'adaptation, et ou inversement. Donc, il y a ce lien qui se fait aussi entre tous nos métiers. C'est complètement transversal, tout à fait, là. Donc, je te laisse peut-être, Gaëlle, préciser spécifiquement l'ergo en tant que tel, ce que toi, tu fais au niveau de tes... Oui, la dynamique, en tout cas, oui, pas de souci. Merci, Aude-Laure. En fait, c'est vrai que le métier d'ergothérapeute, en tout cas au sein de Solia, a vraiment une dynamique, en tout cas avec des interactions à la fois dans le cadre de visites à domicile, donc avant et bien sûr après travaux, donc tout ce qui peut concerner à la fois tout l'environnement de la personne. Donc, on a vraiment une visibilité de ce que c'est, en tout cas, dans tout ce qui concerne, c'est vraiment du cas par cas. Ce qui est important, c'est vraiment d'apporter vraiment une dimension la plus exhaustive de ce qui se passe dans la situation de la personne, de la bénéficiaire, du bénéficiaire, pardon. Et de fait, ça permet à partir de là, comme vous pouvez le voir en tout cas sur ce flyer, d'assurer en tout cas une dynamique, d'avancer sur un dossier avec tout ce qui peut concerner la faisabilité d'un cahier des charges, sur une adaptation de salle de bain, mais pas que, de voir l'environnement aussi extérieur aussi, s'il en est, en tout cas dans les difficultés que la personne peut avoir. Et après, tout le lien qu'on peut avoir avec les entreprises. Donc, de confiance, c'est important. Excusez-moi, j'ai une voix un petit peu délicate. J'espère que je suis audible. Et de fait, tout cet aspect d'accompagnement du bénéficiaire et qui est une bonne triangulaire entre l'entreprise, le bénéficiaire et nous, pour qu'après, on puisse aboutir vraiment à l'adaptation qui soit avec tout ce qui peut concerner vraiment le maintien à domicile le plus pérenne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui importe vraiment et cette triangulaire pour qu'on puisse vraiment aboutir et avancer au mieux dans les dossiers de par ce qu'on a pu voir en amont lors de la première visite. Donc, c'est important. Donc, c'est vrai que cette dynamique, on l'a, mais avant tout, il y a aussi cette notion de partenariat qu'on a aussi auprès de différentes instances, à la fois dans le cadre de, bien comme vous disiez, Aude-Laure ou Raphaël, c'est à cet aspect d'atelier qu'on peut avoir, d'animation, de formation aussi, dans le cadre aussi des salons qu'on peut avoir, les salons seniors, qui va d'ailleurs se dérouler prochainement. Voilà, toutes les interactions avec les centres d'action communale, aussi les CCAS, pour qu'on puisse aussi être dans une visibilité aussi auprès des personnes âgées, mais pas que, ça peut être aussi au sein des instances MDPH, des maisons départementales pour les personnes handicapées, et qui est vraiment aussi cette visibilité qu'on peut avoir pour aider vraiment à l'adaptation au mieux et la plus précise, suivant les besoins du bénéficiaire, de l'usager. Donc, de fait, c'est important. Après, il y a tout cet aspect de préconisation, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément que dans l'adaptation en soi, on est aussi dans tout ce qui concerne la préconisation des techniques,
Donc, ça va de tout ce qui concerne l'amélioration des déplacements, de la prévention des chutes, de voir ce qu'on peut faire au mieux sur l'accessibilité, sur la circulation. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très précis où on amène à ce que ça puisse être le plus je dirais, adapté à la situation précise du bénéficiaire. Donc là, ce qui est important dans ce que vous pouvez voir dans le slide, c'est qu'on amène, pardon, merci Raphaël, c'est qu'on amène en tout cas à avoir tout un accompagnement le plus précis qui soit. Ça, c'est important, voilà. Merci Raphaël. Donc après, dans cet aspect de ces notions que j'ai pu vous dire, là, c'est vrai que la prévention des chutes, c'est quand même, en tout cas, une politique de santé qui est vraiment présente et d'autant plus qui sera en tout cas ancrée de par nos instances étatiques. Et c'est vrai que là, les notions au niveau de l'HAS sont quand même récentes. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, c'est quand même important de se dire que la situation de chute pour des plus de 65 ans a en tout cas une conséquence. Et ce qui est important, c'est l'aspect du maintien à domicile, donc la prise en compte de cette prévention et qu'il faut vraiment bénéficier au mieux d'une meilleure adaptation du logement, de l'environnement de la personne. Et donc d'autant plus qu'il y a tout cet aspect aussi d'environnement médical et en tout cas de tout ce qui concerne l'aspect de médical dans les traitements, en tout cas dans toute l'incidence que peut avoir en tout cas une personne âgée dans sa situation médicale. Et c'est vrai que l'important d'une autonomie, en tout cas de maintenir son autonomie au mieux chez elle. Et donc, tout ça, ça a une incidence aussi sur des interactions et peut-être aussi essayer d'éviter qu'elle soit hospitalisée. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une situation, en tout cas, l'aspect économique. Il faut vraiment, c'est important, c'est une prise en compte de l'aspect économique de notre société. Voilà. Pour compléter plutôt ces quelques éléments sur la Haute Autorité de Santé et surtout les enjeux de l'adaptation, bon, là, il y a un concept un peu cryptique qui est celui d'hiatrogénie, mais l'élément à saisir, en fait, principalement, c'est que la prévention de la perte d'autonomie, et ça, j'imagine que vous y êtes quand même familière et familier, puisque tout le monde a directement ou indirectement été en contact avec quelqu'un qui était en perte d'autonomie et qui voulait plus ou moins rester à domicile. Et donc, il y a un enjeu, bien évidemment, un enjeu symbolique. C'est étudié depuis très longtemps. En fait, depuis 62, c'est une priorité de la politique de vieillesse française depuis les années 60, que d'aider, en fait, les Français et les Françaises à rester à domicile. Mais l'enjeu, c'est que ce n'est pas juste une question de volonté ou de parcours résidentiel, mais c'est qu'en fait, les chutes entraînent en tant que telles une perte d'autonomie. Donc, il y a une dimension un peu cyclique, une sorte de cercle vicieux justement de la perte d'autonomie qui fait que lorsqu'on a une chute à domicile, qui peut paraître secondaire, on ne parle pas forcément d'un motif d'hospitalisation grave, mais le secteur hospitalier, en fait, estime qu'on a un pourcentage quand même très conséquent de perte de capacité fonctionnelle liée en fait à l'hospitalisation en tant que telle. Donc, qu'est-ce qui se passe pour être un peu plus concret? Lorsqu'on fait une chute à domicile parce que le logement n'est pas adapté, on se retrouve à faire un séjour en structure hospitalière. Et même si, idéalement, les médecins ne devraient pas forcément toujours préconiser un alitement, l'alitement entraîne justement une perte de capacité fonctionnelle. Donc, en fait, on se retrouve avec le GIR, qui est donc le groupe ISO-ressources, qui est en fait l'outil qui est utilisé par les évaluateurs de l'assurance retraite pour identifier l'autonomie d'une personne. Ce qu'on constate, c'est que quelqu'un qui venait tout simplement pour un accident à un moment T, en sortie d'hospitalisation, il va avoir une perte d'autonomie encore plus grande. Donc, en fait, c'est polymorphe. La question du maintien en domicile, c'est pas juste rester à domicile, c'est éviter d'accélérer une perte d'autonomie plus large. Ce que je voulais par ailleurs évoquer comme enjeu par rapport à la question de la copropriété, c'est que si on se demande, bon, pourquoi est-ce qu'on fait un focus particulier sur la copropriété, il n'y a pas forcément un clivage générationnel très conséquent par rapport à d'autres types d'habitats. Mais par contre, bon, les chiffres ne sont pas forcément les plus actualisés, mais d'après la dernière étude qui avait été faite par l'INSEE en 2007, à l'époque, on avait quand même 40% de propriétaires occupants qui étaient des retraités. Donc, en fait, c'est un point de constat qui est relativement simple.
c'est que lorsqu'on parle de copropriété, et notamment lorsqu'on parle de copropriétaires occupants, même si ce n'est pas les uniques qu'on cible, on a quand même une partie non négligeable de personnes âgées. Et par ailleurs, l'autre point aussi qui justifie de s'y intéresser, c'était ce que je disais aussi en termes introductoires, c'est que la copropriété, de par cette gouvernance que je ne remettrai pas moi en question dans ce webinaire, mais qui reste compliquée à mobiliser puisqu'elle est assez éclatée. Donc, le fait qu'on ait précisément des conseils syndicaux qui sont le gage justement de représentativité des copropriétaires, malgré le fait qu'ils aient des instances fédératrices, le problème, c'est contrairement aux bailleurs sociaux, par exemple, qui sont regroupés par l'USH, c'est difficile de signer des conventions de partenariat et c'est difficile, en fait, de les sensibiliser tout simplement à la question de l'adaptation. Donc, pour finir un petit peu cette période tout simplement d'introduction de ce qu'on fait à Solia et de façon assez générale, qu'est-ce que fait aussi Solia Grand Paris en termes d'adaptation, nous, ce qu'on posait comme question, et à la base, c'était censé plutôt être un temps d'échange, mais quelque chose qui nous importera d'avoir comme retour dans ce webinaire, qui a vocation aussi de nous alimenter dans la réflexion, c'est un petit peu de savoir déjà le type de problématique que vous rencontrez. Je sais qu'il y a des participants assez divers. Là, on est une quinzaine, donc un peu moins de ceux qui étaient prévus à la base, mais assez divers. Donc, je sais que normalement, on avait des architectes, des syndics, quelques copropriétaires. Je crois qu'on avait aussi quelques communes. Donc, la question est assez transversale, mais au bout du compte, surtout pour les acteurs qui ne sont pas des acteurs, on va dire, de l'action sociale, donc des CCAS ou même des collectivités qui sont plus au fait de ces enjeux-là. Pour nous, c'est un petit peu important aussi de savoir les problématiques que vous rencontrez dans le jour le jour. Donc, je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions sur ce qui a pu être dit. Cyril, je pense que tu nous l'aurais dit sinon. Ouais, du coup, on a deux questions d'une personne peut-être en particulier, je ne sais pas. Donc la première, c'est sur vos missions. Si je comprends bien la question, c'est est-ce que vous recensez les logements vis-à-vis de l'obligation du nombre de logements accessibles et de logements adaptables? Donc si j'ai bien analysé la question. Et la deuxième, c'est la problématique de cet enjeu de laisser les gens vivre chez eux puisqu'ils en ont la volonté. Et le fait que, notamment en Île-de-France, dans le bâti ancien, il n'y a pas vraiment d'accès aux étages. Voilà, on va toucher le nœud de la guerre. La deuxième question, on pourra peut-être effectivement la toucher quand on rentrera plus dans le détail. C'est pas bien de la garder de côté, mais quand on rentrera dans les éléments plus techniques. Mais pour ce qui est des missions, je laisse Aude-Laure exprimer pour Solia Grand Paris, mais on ne fait pas ça au niveau Non. régional en général. Clairement, on les connaît, les obligations, mais nous, on n'est pas du tout déjà dans ces questions-là. Et on le sait hein, que souvent, effectivement, alors, on peut le déplorer et d'un autre côté, on constate quand même, nous, en tout cas, au nombre de demandes qu'on a, donc pas forcément que les particuliers, encore une fois, hein, les communes ou les bailleurs qui viennent nous voir et qui, effectivement, nous demandent d'adapter les logements. Mais nous, on n'a pas d'action là-dessus et on n'a pas de pouvoir, en fait, sur ces questions-là. Du coup, vous précisez sur votre deuxième question, mais peut-être, par rapport à ce que dit Raphaël, on y répondra peut-être tout à l'heure, mais la personne précise, je voulais dire, pas d'ascenseur pour les immeubles de moins de 3 niveaux, effectivement. Mais ça, je pense qu'on y reviendra dans la présentation de Gaëlle, et puis Gaëlle pourra peut-être aussi s'exprimer sur ce sujet. Mais pour répondre un petit bout sur la question, sur effectivement le fait de rester au domicile, alors Cyril l'a précisé, évidemment, c'est au souhait des gens, mais on le sait aussi, je pense que vous le savez tous, les organismes et organisations qui proposent d'accueillir nos aînés sont soit très coûteuses, soit pas forcément adaptées. Donc voilà, et l'idée aussi de notre travail et beaucoup de nos partenaires, c'est de faire justement cette prévention donc pour prévenir et pour rester le plus longtemps possible. Et souvent, les gens, ça paraît, Gaëlle pourra en parler avec l'expérience qu'elle a pu avoir aussi sur d'autres structures, c'est aussi des souhaits que les personnes ont de rester chez elles. Donc le mieux, c'est qu'elles puissent rester chez elles dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Moi, je rajouterais par contre pour les diagnostics que ça me paraît une mission intéressante à proposer pour faire l'analogie avec ce qu'on peut faire dans d'autres dispositifs. Il y a un certain nombre de communes, notamment à la frontière du 94, je pense que c'est Solia 77 qui le porte notamment, c'est pour le permis de louer. Donc effectivement, on pourrait imaginer de proposer à une commune d'encadrer cette question-là de l'accessibilité. Mais bon, après,
déjà, le caractère coercitif, ça n'est logiquement pas à nous de le faire, mais ce n'est pas forcément une compétence que les communes se sont données. Ce qui, par contre, nous arrive, et Laure, tu aborderas aussi dans ce sens-là, et quelque chose qu'on voudrait aussi développer et réfléchir, mais on y reviendra aussi sur la question des copropriétés dans leur ensemble, c'est d'aider, par contre, des bailleurs à analyser justement l'accessibilité de leur logement. Donc, ce n'est pas dans du coercitif, ce n'est pas dans l'application de la loi. Vous êtes sûrement plus au fait que moi-même des évolutions des obligations avec la loi Elan en 2018 par rapport au logement dit évolutif. Je crois que c'était ça l'enjeu principal. Alors qu'avant, il y avait une obligation systématique d'accessibilité, ça a été un peu revu. Mais on travaille, oui, avec des bailleurs sociaux. Parfois, on peut avoir aussi d'autres partenaires qui ont envie d'avoir un diagnostic général sur l'accessibilité de leur logement. Ce que je peux néanmoins préciser aussi en complément, et c'est l'un des freins en fait qu'on constate, mais qui est plutôt intéressant depuis qu'on échange avec l'APC, c'est que la CNAV, qui reste quand même le financeur principal de l'adaptation. Il y a aussi des aides de la MDPH, comme on y reviendra, et l'ANA finance aussi. Mais la CNAV a une approche basée sur la personne. Donc, en fait, ça, c'est une grosse différence avec l'ANA. L'ANA, comme vous le savez, c'est de l'aide à la pierre. La CNAV, c'est de l'aide à la personne. Donc, qui dit aide à la personne réfléchit généralement assez mal à la question des parties communes. Donc, ça, c'est un écueil qui existe dans la politique de maintien à domicile à l'heure actuelle. C'est qu'en dehors de quelques aides de l'ANA et d'autres aides qui peuvent se retrouver par ailleurs, pour les parties communes, c'est quand même assez difficile, justement, de réfléchir à un bâti dans son ensemble. Donc, là, malheureusement, ce qu'on peut vous dire, c'est juste le constat un petit peu des contradictions et limites existantes et qui vont peut-être évoluer d'ici 2024 lorsque tout ça va être forcément réorganisé. Quel autre élément rajouter aussi par rapport à ce qui a pu être dit, même si personne ne m'a sollicité comme question. Je pensais que c'était intéressant aussi de dire, et c'est un peu une marque de fabrique de Solia, que la valeur ajoutée qu'on donne, en plus de ce que fait Gaël, qui est le cœur de l'expertise en tant que tel, c'est que ce qu'on propose quand même aux particuliers, et ça c'est valable pour d'autres dispositifs, notamment pour la rénovation énergétique, c'est un accompagnement technique et c'est un accompagnement financier. Et ça, on y reviendra par la suite. Mais cet accompagnement, c'est un enjeu qui est d'autant plus important que les personnes âgées, comme vous pouvez sûrement le savoir, sont pas du tout… en fait, ça n'a pas de sens de parler des personnes âgées puisqu'on a des réalités très diverses. Mais la capacité de donner de la lisibilité parmi des dispositifs assez complexes et transversaux implique quand même des exigences importantes en termes de globalité. Donc, nous, on va avoir vraiment une entrée technique avec de l'ergothérapie et optionnellement des techniciens habitat qui nous permettent de réfléchir aussi à l'amélioration de l'habitat dans toute sa transversalité, c'est-à-dire de ne pas dissocier adaptation du logement et rénovation énergétique, par exemple. Mais par ailleurs aussi, l'idée, c'est qu'en plus de l'expertise technique qui permet vraiment de définir son projet de travaux, on a quand même des conseillers et des conseillères habitat qui permettent de mettre le pied à l'étrier, parce que c'est indispensable d'avoir des préconisations, mais de l'autre côté, pouvoir avoir aussi des aides pour porter son projet et savoir comment est-ce qu'on les mobilise, ça reste quand même assez important. Donc voilà ce que je pouvais rajouter. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et sur on a trois autres remarques d'intervenants c'est pas du scandale. différents. Du coup, c'est très bien. Donc, un particulier, un architecte et une personne du conseil départemental de l'Essonne. Au niveau de la copropriété, on demande s'il y a des aides sur l'accessibilité des parties communes, mais je crois que ça sera évoqué dans la seconde partie de la présentation. On a une question, plutôt une remarque de l'architecte qui dit que la problématique à laquelle elle doit faire face le plus souvent, c'est l'application du règlement d'accessibilité. Et une question du coup au conseil départemental de l'Essonne qui a le projet de réaliser un appartement témoin accessibilité, du coup à la maison départementale de l'habitat à Évry-Courcouronnes, et savoir s'ils pouvaient vous solliciter pour ce projet. D'après ce que j'ai cru comprendre, j'y étais il n'y a pas très longtemps. Oui, à Évry. Je pense que vous êtes en lien avec Solia Yvelines Essonne, avec Mme Di Costanzo et Françoise Hamon. En tout cas, on note bien la demande qui nous paraît plus que pertinente et on ne manquera pas de la relayer tout simplement auprès des équipes d'Yvelines Essonne.
Et pour ce qui est rebondir, bon, c'était une remarque, la question de l'accessibilité et des contraintes. S'il y a plus de détails qui peuvent être donnés, et j'imagine qu'on y reviendra par la suite, mais ça peut être bienvenu pour comprendre les écueils de tout un chacun. Bon, bah alors pour passer directement au vif du sujet aussi, de l'ergothérapie et de l'adaptation, bah, je te laisse, Gaël, expliquer très concrètement comment est-ce que tu accompagnes en fait et comment est-ce que tu permets d'évaluer la situation des personnes lorsque tu les visites. Oui, tout à fait, Raphaël. Ben, je te remercie en tout cas. Voilà, donc là, les notions en tout cas qu'on va aborder, voilà, c'est l'importance en tout cas d'adapter son logement dans le cas d'une situation bien précise en copropriété, pourquoi et comment. Donc, c'est là, de fait, je vais vous montrer tout ce qui a pu être en tout cas fait dans un parcours d'adaptation précise avec des situations précises, mais ça vous permettra en tout cas d'avoir un panel de ce qui a pu être fait dans tout ce qui peut concerner l'adaptation au mieux et au cas par cas suivant les bénéficiaires dont on a pu intervenir. Je te remercie, Raphaël. Donc là, c'est vrai que c'est une situation, en tout cas, la plus présente dans notre parcours d'ergothérapeute, à savoir que c'est vrai que quand on intervient auprès des bénéficiaires, c'est vrai que les situations sont avant tout pour l'adaptation des salles de bain, des salles d'eau et des toilettes. C'est vrai que la prévention des chutes est quand même les maîtres mots. Et à partir de là, donc là, vous avez différentes situations où on a pu mettre en tout cas, ou transformer, le plus souvent, c'est une transformation de baignoire en douche. Alors, douche, à proprement dit, la plus adaptée qui soit en fonction, bien sûr, du bâti, parce qu'on n'est pas dans une configuration, en tout cas, la plus optimum, c'est-à-dire une douche à l'italienne. Là, bien sûr, quand on est sur des dimensions où il y a des appartements à l'étage, donc évidemment, c'est sûr que suivant la faisabilité, on est sur une douche qui va être la plus basse possible et en fonction, bien sûr, du bâti et des canalisations en soi, mais bien sûr en prenant en compte toute la situation de la personne avec les possibilités qui soient. Et si, bien sûr, on est sur une situation de handicap, là, il y a toujours la possibilité de pouvoir avoir une douche la plus basse qui soit, avec une situation, donc bien sûr, PMR, où là, il y a des possibilités de pompe, de relevage. Et là, bien sûr, c'est aussi du cas par cas en fonction de ce qui peut être suivant le bâti. C'est vrai que là, vous pouvez voir aussi, suivant là, une transformation aussi qui a pu être faite sur des douches, des douches en tout cas adaptées PMR, mais ça peut être aussi des toilettes aussi de type japonais, voilà, avec tout ce que ça peut en être de confort et aussi de bien-être. Mais après, c'est tout ce qui est compensation, parce qu'on n'est pas que dans l'adaptation pure, ça peut être aussi des aides techniques. Donc là, faire au mieux en fonction, bien sûr, de la situation de la personne. Et là, c'est vrai qu'on est sur une situation de baignoire, mais là, heureusement, il existe des aides techniques où on peut pallier. Et là, pour le coup, c'est important que la personne au moins puisse accéder à sa baignoire si on ne peut pas faire de douche, en attendant en tout cas la douche, les travaux de la douche, pour pouvoir avoir un siège et un confort et un moyen de confort et de sécurité au mieux. Voilà. Donc après, sur tout cet aspect d'environnement et de situation, ben là, vous voyez sur des 3 situations types, mais après, il n'y a pas que ça en tout cas, c'est qu'on amène à ce que la personne soit autonome, quelle qu'elle soit la situation. Donc, ça peut être à la fois sur la notion de pouvoir améliorer la verticalisation, le fait qu'elle puisse bien se lever, voilà, de son lit, mais pas que. Ça peut tout à fait être dans l'aspect de pouvoir aussi amener à ce que cette personne puisse mieux cuisiner, donc avec tout cet aspect d'environnement. Alors après, en sachant que c'est vraiment du cas par cas, hein. Et après, tout ce qui peut concerner les aides techniques, donc après, la possibilité de prendre des éléments de sa cuisine, mais par terre surtout, avec une pince à long manche. Voilà, donc ça, c'est vraiment des moyens, en tout cas, où on essaye d'amener à ce que la personne soit au mieux dans son environnement, mais ça peut être ça sur des notions d'aide technique.
mais aussi d'améliorer l'environnement avec tout ce qui concerne des travaux un petit peu plus conséquents et l'adaptation d'accessibilité, par exemple, de la cuisine, comme vous pouvez le voir. Donc là, on part sur des notions de circulation, d'amélioration de la circulation. Et là, sur une copropriété, donc, où une personne, par exemple, est en situation de handicap ou qui, par exemple, en fauteuil, par exemple, vous avez des situations où on a été amené à pouvoir préconiser tout ce qui concerne l'amélioration de la circulation, à la fois dans le cadre de la domotisation, qui peut être, mais surtout de rampe d'accès. À partir du moment où vous avez un immeuble avec quelques marches, ça impacte la vie quotidienne d'une personne qui est en situation de handicap ou âgée. Et pour le coup, on a quand même des possibilités de pouvoir amener vraiment toute une accessibilité par des rampes d'accès, comme je vous disais, des domotisations possibles, et voir des compensations après si on ne peut pas mettre de rampe, de tout ce qui concerne des plateformes élévatrices qui peuvent être mis, bien sûr, en fonction, je dis bien en fonction de la faisabilité de ce qui peut être fait, en concertation, bien sûr, avec les copropriétaires, et de bien mettre en évidence que tout ça, c'est vraiment important, de bien voir tout l'environnement. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu des compensations possibles et on peut tout à fait amener à améliorer l'accessibilité. Donc, on revient sur la circulation aussi, la circulation extérieure, mais aussi qui en va de l'accès d'un immeuble. Tout ça aussi, c'est important pour nous, en tant qu'ergothérapeute, de bien voir tout ce qui peut concerner la circulation de la personne, si elle arrive bien à accéder à tout son environnement. Donc, ça impacte donc toute la notion de luminosité, de signalétique, d'accès de boîte aux lettres, de voir si les marches sont bien adaptées avec des mains courantes de part en part, des marches contrastées. Enfin, voilà. Et après, bien sûr, l'accès de l'ascenseur s'il en est. Donc ça a son importance pour qu'on puisse arriver après à l'appartement, donc à l'accès de l'appartement. Donc tout ça, c'est aussi important avec toutes ces notions de seuil, de butée, de voir si tout est bien accessible comme on peut. Voilà. Avant de rentrer dans la question des aides en détail, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu comment se passe une visite? Bien sûr, Raphaël. Alors, une visite type, en tout cas, c'est donc cette notion où on arrive à pouvoir bien évaluer la personne. Donc, à partir de ce moment-là, on nous fait un bilan type, où on fait un bilan des capacités, voir déjà si la personne a, dans sa situation, à un moment T, à essayer de bien comprendre de manière la plus précise qui soit sa situation. Donc, on essaye de bien voir déjà sa situation de santé, voir l'environnement de la personne, donc c'est-à-dire qu'on essaye de bien prendre en compte les problématiques d'accessibilité. Donc là, précisément, c'est vrai que le plus souvent, nous, on est plus dans le cas de l'adaptation de la salle de bain à la salle d'eau, ou les toilettes. Et dans ce cas-là, donc, on prend des photos, on fait des plans, en concertation, bien sûr, avec le bénéficiaire. J'essaye de bien mettre en évidence le constat avec l'état actuel du bâti, voilà, de bien voir ce qu'il en est, pour qu'après, il y ait une projection. Donc, je fais un état projeté de ce qui peut être fait pour que le bénéficiaire puisse vraiment avoir une projection de ce qui peut être fait. Alors, soit par mon plan que je peux faire donc in situ, mais aussi par des photos d'adaptation que j'ai pu faire en amont avec d'autres bénéficiaires. Et à partir de là, donc la visite permet en tout cas de bien voir ce que je pourrais faire pour qu'on puisse rédiger après la rédaction du compte-rendu ergothérapique et de bien mettre en évidence tout le cahier des charges de ce qui peut être fait dans l'adaptation. Voilà. J'espère que c'est assez clair, j'espère que c'est assez audible. Voilà.
Oui, c'est très Et clair. donc, Une petite question peut-être par rapport aux remarques qu'on a dans le fil de discussion et qui sont assez orientées sur la copropriété. Ces visites, elles se font sur l'appartement. Est-ce qu'elles sont possibles, disons, de façon globale sur la copropriété, les parties communes, et qui doit vous saisir dans ce cas, par exemple, s'il y a un architecte? Ça, c'est une des questions aussi. Un projet sur une copropriété, est-ce qu'il peut vous solliciter pour avoir votre avis, votre expertise dessus? alors, c'est vrai que les situations actuelles là sont comme, vous disiez, Raphaël ou Aude-Laure, c'est qu'on est sur des situations de cas par cas. Mais après, s'il en est, voilà, après ça peut être tout à fait une dynamique. Moi, j'ai pu avoir dans mon parcours professionnel, ben, en fait, une concertation avec un syndic sur la faisabilité, d'une rampe d'accès auprès de 2 personnes, donc propriétaires et qui étaient en situation de handicap, et à partir de là, il y a eu tout le processus de pouvoir avoir la faisabilité du projet de la rampe d'accès et qui a été tout à fait, en tout cas abouti au bout, je vous avouerai quand même de quelques années, mais on a réussi à pouvoir, vraiment engager une belle dynamique pour que ces 2 personnes puissent au moins avoir une vie sociale, une vie, socioculturelle qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. Voilà. Après, c'est quand même très je vous avouerai que c'est quand même très, très, très ponctuel, hein, et voilà. Mais moi, je serais ravie, hein, voilà, d'avoir cette dynamique. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Raphaël Aude-Laure, mais Ouais, en voilà, fait, voilà mon vécu. pour répondre un peu plus spécifiquement aux questions, effectivement, alors, il y a une double question là de la personne qui est architecte. En général, c'est les personnes qui nous contactent directement. C'est-à-dire que Oui, vous, architecte, enfin, on peut avoir, si vous accompagnez le propriétaire, bien sûr, enfin voilà, si vous êtes sur le projet avec les personnes, voilà, que ça rentre dans le projet. Mais sinon, nous, on est directement consultés par les propriétaires. Et pour ce qui est des demandes, bien sûr, c'est-à-dire que les gens, ça arrive, hein, qui viennent nous voir en nous disant, bah, j'habite au 4e, les escaliers, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que vous pouvez, enfin, comment vous pouvez m'aider? Donc là, ce que vous exprimez, Gaëlle, c'est que bien sûr qu'on accompagne, bien sûr qu'on peut faire des préconisations. Enfin, les ergothérapeutes sont tout à fait à même de préconiser des choses aussi en partie mmh, commune. Par contre, après, c'est sur la faisabilité des projets, puisque bah, ça, et vous le savez bien, enfin, vous, en tout cas, dans le cas des copropriétés, c'est pas que le copropriétaire qui veut faire ou qui a un projet, il peut pas le faire tout seul, quoi. Voilà. Donc, c'est sur la faisabilité derrière. Après, nous, sur nos conseils, bien sûr, en fonction des demandes, là, bon, on illustre là sur les boîtes aux lettres, par exemple, mais effectivement, les gens, ils peuvent. Et puis, parfois, parce que Gaëlle l'a peut-être pas forcément appuyé, les ergos, elles travaillent depuis la rue. C'est-à-dire qu'elles arrivent sur l'adresse et c'est de la rue, quoi, parfois même mais sur c'est ce que le. je disais sur l'environnement. Voilà. L'environnement, c'est voilà, ça part de voilà. Voilà, elles sortent du Mmh, métro et en fait, l'adresse, et en fait, c'est depuis le trottoir et l'accessibilité jusqu'au logement. Et après, en arrivant, quand elles voient les personnes, dire ah bon, et dehors, comment vous vous déplacez. Enfin, il y a des questions, hein, très, très spécifiques, médicales, enfin voilà, et sur l'environnement aussi. Donc, les personnes peuvent dire bah, moi, j'ai des difficultés. Du coup, l'ergo pense ah oui, j'ai vu qu'il y avait 2 marches ou 3 marches, enfin, etc. Comment vous vous en sortez, voilà. Et donc, tout ça fait qu'après, dans la discussion aussi, l'ergothérapeute peut proposer un compte rendu avec aussi les parties extérieures. Mais ça, derrière, sur la faisabilité des choses, c'est pas. Enfin, nous, voilà, on donne nos préconisations. Après, sur le suivi, on n'est pas. C'est pas forcément. Ça se fait pas forcément. Voilà. mais c'est du cas par cas, Aude-Laure, hein, Tout voilà. à fait. C'est Non, non, bien sûr, c'est bien du sûr. cas Mais par je veux cas, dire, voilà, les voilà. personnes, les personnes peuvent d'instinct dire, moi, j'ai un problème avec ça. Et vous, les ergots, dire, j'ai remarqué ça. Comment vous vous en Mmh, sortez comme ça, et faire potentiellement des propositions. mmh, Et tout pour à fait. rebondir, et on reviendra dessus par la suite aussi éventuellement, mais cet enjeu de comment est-ce qu'on fait pour faire des diagnostics globaux qui soient notamment embarqués financièrement, puisque la question c'est aussi celle-ci, c'est pour l'architecte, cette prestation de service, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour avoir une expertise complémentaire ou pas? Bah, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer et qu'on réfléchit. C'est-à-dire, pour l'instant, il n'y a rien de très concret, mais comme disait Cyril, embarquer cette réflexion dans la réalisation d'un DTG, on pense que ça serait, bon, en tout cas, généralement, de la réflexion sur le diagnostic qui fait des copropriétés. Ça nous paraît quelque chose d'essentiel, même si malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas forcément dire
faire grand-chose de spécifique, on va dire, dans le diffus au cas par cas avec les architectes. Mais bon, c'est à réfléchir. Et si vous avez des consultations, je vous invite quand même à nous en faire part pour voir éventuellement qu'est-ce qui pourrait être réfléchi, surtout si vous travaillez assez souvent avec ce genre de cas. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Aude-Laure, sur l'environnement physique, qui est aussi l'environnement social, hein, parce que quand on parle de girage, il y a aussi l'évaluation de l'environnement social, est-ce qu'il y a des aidants ou pas à la maison. Mais pour ce qui est de l'environnement physique, en profitant de la question antérieure par rapport au 91, Solia Evelyn Esson porte notamment un travail avec le bailleur Esson Habitat qui permet justement d'analyser les zones de repos. Donc là, c'est rebondir plutôt sur un commentaire d'Aude-Laure plutôt que la question initiale. Mais effectivement, le déplacement extérieur et l'environnement urbain, c'est quelque chose qui peut être proposé et qui est fait par certains bailleurs aussi. Donc, il n'y a pas que l'accessibilité, mais vraiment à la fois une évaluation des commerces de proximité, la définition des itinéraires, en sachant que normalement, les premiers qui le savent sont notamment les personnes qui ont des problèmes de mobilité, mais ça peut être important de les orienter là-dessus. Est-ce qu'on avait d'autres Oui, questions? il y a juste, pardon, il y a, je pense, un propriétaire, enfin un particulier qui demandait, vous savez, sur les accès, donc peut-être Gaëlle, si tu peux illustrer, Oui. la personne disait par rapport aux immeubles qui ont moins de 3 niveaux et donc sur lesquels il n'y a pas d'ascenseur, comment permettre aux personnes de rester chez elles et de quand même se déplacer, enfin, qui ont des difficultés de déplacement. Alors, si toi, tu peux illustrer sur des immeubles donc, qui font moins de 3 niveaux et que la personne est tout en haut, comment elle peut se sortir de chez elle, en Bah, tout cas, alors après, on est-ce que peut éventuellement envisager. en fait, sachez qu'en fait, il y a la possibilité de pouvoir rester chez soi et si en tout cas on est une personne avec une difficulté motrice en soi, il y a des aides techniques, en tout cas, mais bien sûr, il faut de fait, évidemment, avoir des aidants, en tout cas présents, qu'ils soient familiaux ou professionnels en fait. Et il y a des possibilités de pouvoir ne pas être isolé, ça c'est sûr, et de pouvoir, en tout cas, même s'il n'y a pas d'ascenseur, sachez-le, avoir une aide technique qui aide à ce que la personne puisse sortir de chez elle. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que c'est une problématique, c'est sûr, quand on est dans une situation où on voit une personne qui n'a pas d'ascenseur et qui est isolée, c'est sûr que là, pour le coup, on essaye de bien essayer de voir les possibilités. Et là, les compensations possibles, ce sont les aides techniques et avec bien sûr tout ce qui peut concerner le plan d'aide qu'on met en place quand une personne a bien sûr le plan d'aide de l'APA, du GIR, pour pouvoir amener à ce qu'il y ait vraiment des aidants professionnels s'il n'y a pas bien sûr en binôme des aidants familiaux. Mais c'est vrai que c'est toujours un questionnement voilà, qu'on peut avoir en cas de situation où la personne n'a pas d'ascenseur et ne permet pas d'être, en tout cas, dans cette notion de pouvoir sortir. Donc, c'est vrai que la seule solution, ce sont les aides techniques et les aidants, en tout cas, voilà, je ne Est-ce peux que vous tu dire en que as ça. des Ouais. exemples concrets d'aides techniques? Alors, mais en fait, si vous voulez, alors là, pour le coup, je n'ai pas la photo, je suis désolée, mais en fait, vous avez des possibilités. En fait, ce sont quand une personne est en fauteuil, par exemple, de pouvoir avoir en fait un mécanisme en fait c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une tierce personne, bien sûr, et vous pouvez par ce fauteuil avec, il y a 3 roues en fait motrices, et d'avoir une propulsion pour que la personne soit bien assise, bien sûr, il y a une sécurité, hein, et on peut, à ce que donc la personne reste assise et on peut petit à petit, par ce système de propulsion motrice, à pouvoir descendre, bien sûr, ou monter les escaliers sans souci. Voilà, c'est des choses comme ça qui existent et qui existent depuis quelques années maintenant et qui sont même en partie pris en charge, mais avec un coût bien sûr un peu plus conséquent, mais il peut y avoir des aides de toute façon, si l'on est par la MDPH ou par d'autres instances. Mais voilà, en tout cas, c'est possible. Voilà. Après, c'est vrai que après, on est sur des dimensions où là, la personne est en appartement. Mais après, voilà, c'est vrai que moi, je suis sur un secteur où c'est quand même, voilà, sur des copropriétés, voilà, je pense à vous. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres solutions. J'en en vois pas d'autres. Voilà, en tout cas, dans le cadre de l'immeuble. Hein. Et les Ouais. rampes d'accès Alors après, les rampes d'accès, Mais oui, il a bien sûr, ça c'est sûr que c'est dans le cadre de quand une euh, personne a une motricité, ça c'est important, les rampes d'accès. Mais après, c'est plus sur de l'accessibilité
sur l'extérieur. Les rampes d'accès, ce n'est pas sur de l'intérieur, en tout cas. Oui, En mais tout je cas, voulais sur le dire rampe d'accès. cheminement de l'immeuble, oui, bien sûr. Mais après, voilà, quand je parlais de cette notion d'accessibilité de l'appartement, là, pour le coup, quand on est sans ascenseur, oui, il y a que cette aide, technique. Et oui, en effet, les rampes d'accès, mais ça, c'est pour l'extérieur. De Oui, mais l'extérieur au hall d'entrée, par exemple. c'était pas la rampe d'accès que je voulais dire, mais cette installation qui se met dans des cages d'escalier, qui bien évidemment dépend de la taille de la cage d'escalier, mais qui Oui, se fait c'est les dans. plateformes, c'est pas les plateformes élévatrices, Gaël, qui dans Ah certains. non, on ne peut pas mettre ça là. Non, non, ça, c'est pas faisable du tout. C'est pas du tout faisable, ça. Non, on ne peut pas mettre de. Vous voulez parler de quoi? De monte-escalier? Non, moi je pensais plutôt aux fauteuils qui montent tout Alors, simplement. ça, par contre, ça n'a rien à voir avec une aide technique qui est en fait fixe sur le bâti, hein. C'est vraiment quelque chose d'autonome et qui se met en tout cas, voilà, et qui peut à ce que la personne puisse bouger correctement, mais c'est-à-dire que ça ne dépend pas du bâti, c'est une aide technique propre, hein. Voilà, Oui, 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 c'est vrai, donc voilà, pas de technique. Mais en termes voilà. d'adaptation du bâti, s'il n'y a pas la possibilité d'installer un ascenseur, comme adaptation du bâti, je sais pas comment ça Oui. s'appelle, mais ces fauteuils qui font qui permettent tout simplement de se déplacer d'un étage à un autre. Bah, c'est ce qu'on appelle des montées-escaliers. C'est ça Ah, que tu. ok, Oui, c'est dans ce sens-là. ouais. Oui, mais les montes-escaliers, c'est pas. Alors après, c'est du cas par cas. Oui, ça peut être tout à fait. Mais ça va dépendre de, encore une fois, des possibilités, voilà, possibles. Est-ce que il y a le syndic, en tout cas, accepte. Ça, c'est sûr. Après, c'est la conformité de l'escalier. Tous les escaliers ne peuvent pas, voilà, en être. On ne peut pas mettre forcément des montées escaliers à chaque configuration d'escalier. Ça va dépendre de la faisabilité. Donc voilà. Mais en effet, oui, oui. Mais c'est vrai que les montes escaliers, c'est plus pour une situation d'indication quand on a une maison. C'est moins dans le cadre d'immeubles, mais ça peut l'être. Mais c'est vraiment, voilà, c'est plutôt rare. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, on n'a pas d'autres réactions pour le moment, merci. Alors, peut-être Gaël, du coup, pour Oui. rentrer dans ces éléments, des aides qui peuvent exister, si tu peux nous aider aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, comme vous pouvez le voir, donc il y a donc des aides possibles par la CNAV. Alors, à savoir en fait que sur la population, bien sûr, de retraités, il y a les possibilités de subventions possibles sur des pourcentages bien, en tout cas précis, qui sont sur une fourchette de 30 à 65%, suivant bien sûr les ressources, en sachant qu'il y a un plafond dans le cas d'adaptation, des travaux d'adaptation, qui vont de 2 500 à 3 500 euros, dans le cadre bien sûr des espaces privatifs. Après, il y a aussi cette notion que la CNAV aussi aide, c'est aussi au niveau des aides techniques, comme j'ai pu vous en tout cas vous en indiquer quelques-unes voilà, à l'instant, à savoir qu'il y a aussi un plafond, et là, pour le coup, c'est maximum 300 euros. Voilà. Après, sur d'autres instances qui peuvent aussi aider, l'important aussi des CCAS, et plus particulièrement là, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, et qui, là, en fonction des ressources, amène à ce qu'il y ait une aide d'amélioration pour l'habitat auprès des familles, et voire même auprès de familles ayant des enfants handicapés. Et là, en sachant que là, on est sur une notion d'aide qui peut être à la fois sur les parties privatives comme communes. Après, vous avez la caisse d'allocation familiale qui, là aussi, est en tout cas pour des bénéficiaires dans le cadre de la prestation familiale. Et là, on est sur un plafond de 2 500 euros, et sur des aides, donc 2 aides possibles. Un prêt à l'amélioration du cadre de vie, mais aussi un prêt à l'amélioration de l'habitat. Et là aussi, on est sur des espaces à la fois privatifs comme des parties communes. Il y a aussi une autre instance qui aide aussi dans le cadre de personnes retraitées, qui est la Caisse nationale de retraite
des retraites collectivités locales, et là, qui est dans une notion d'aide aussi d'amélioration de l'habitat, bien sûr en fonction du revenu fiscal, des montants des travaux et des autres financements possibles. Et là aussi, dans une dynamique privative et commune. Donc, et il y a d'autres instances, comme la MDPH, qui aident aussi à l'amélioration de l'habitat, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, sur une enveloppe qui peut aller jusqu'à 10 000 € et qui est renouvelable tous les 10 ans, et bien sûr en fonction de la situation de la personne handicapée. Et après, donc auprès de l'instance ANA, donc là, vous avez aussi la possibilité d'avoir, en tant que locataire ou propriétaire, des possibilités d'aide dans des subventions possibles tous les 5 ans, avec un plafond qui peut aller jusqu'à 25 000 €, dans une notion aussi de partie privative comme commune. Et aussi, par rapport aux conseils syndicaux, dans le cas de l'ANA, il y a une aide collective qui peut être aussi présente, avec une aide de la copropriété, donc auprès d'un opérateur comme Solia, comme nous. Et bien sûr, avec une notion aussi d'aide dans le cadre des parties communes. Alors, pour conclure éventuellement sur cette partie, je ne sais pas s'il y a des doutes sur les aides spécifiques. Nous, on pensait que ça pouvait être intéressant de savoir si vous aviez déjà été sollicité, à la fois pour les parties privatives, mais aussi pour les parties communes. Et aussi rentrer un peu plus dans le détail. Là, on a évoqué la question de l'accessibilité dans la première partie de la présentation. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés particulières qui sont évoquées et en général, un petit peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quoi? Donc, accessibilité, partie commune ou dans les parties privatives. Et bien évidemment, n'importe quel autre type de question est bienvenu. Alors, le temps qu'il y ait des réactions, peut-être j'ai une précision sur le tableau des aides. D'après ce que j'ai compris, il y a une seule aide qui peut être mobilisée directement par le conseil syndical. C'était la dernière présentée auprès de l'ANA, c'est ça? Et toutes les autres se demandent oui, plutôt au exactement. niveau individuel de la personne. Actuellement, oui. Et même dans certains cas, parce que comment est-ce qu'on intervient, et Laure, tu sauras sûrement mieux l'expliquer que moi, mais par exemple, pour le compte de la CNAV, nous, on est opérateur Habitat, donc on peut se solliciter par nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire quelqu'un peut venir auprès de nous et qu'on pose le dossier directement. Mais en fonction du département, par exemple, la MDPH, il n'y a pas forcément des conventions qui sont signées partout. Et dans certains cas, je pense que c'est la procédure plutôt classique, c'est la MDPH qui sollicite directement l'opérateur. Donc, il y a plusieurs canaux qui sont faits. Ce n'est pas que l'opérateur à Habitat qui se saisit, mais c'était en complément d'information aussi, pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'on saisit, quelle est la modalité. Pour l'ANA, au-delà d'ailleurs, ça se passe comment? Pour On les dit opérateur Habitat et c'est pareil ou Ah bah, l'ANA, c'est carrément pas nous. C'est que les gens, en fait. Ils ont des comptes particuliers. Enfin, sur mon projet ANA, ils doivent, enfin, nous-mêmes, hein, quand on veut déposer, il faut absolument qu'on ait ce numéro ANA qui est rattaché à la personne. Et enfin, personne même, je crois, parce que, enfin, ceci dit, personne ménage, hein, parce qu'en vrai, dans les champs à remplir, effectivement, il faut la composition du ménage, parce que ça dépend effectivement de cette question-là. Le montant d'aide n'est pas le même. Mais nous, on n'a pas, enfin, l'ANA, non. La CNAV, effectivement, comme tu précisais, c'est-à-dire que nous, il y a aussi un numéro, mais dans certains cas, parce que ça engage aussi parfois d'autres financeurs, les personnes nous donnent pouvoir, enfin voilà, pour réceptionner, nous, en tant qu'opérateurs, les financements de la CNAV et qu'on reverse après au niveau du projet. En tout cas, l'enjeu, le tableau peut être contre-productif puisque d'une certaine façon, il donne l'impression que tout ça a éclaté. Le but, et ça justifie notamment l'expertise du conseiller et de la conseillère Habitat, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a différentes façons de se solliciter que, par exemple, s'il y a l'ANA, logiquement, la saisie, d'après ce que tu dis, Aude-Laure, se fera à titre individuel. Mais le but, c'est justement qu'on aide à identifier ces aides et qu'on accompagne dans les démarches à réaliser. Donc, quelle que soit la porte d'accès, non, mais tu disais pas du tout le contraire, hein. Je le précise puisque le tableau a pour but d'illustrer effectivement la diversité des aides qui existent, mais il peut donner l'impression que
c'est chacun son compte, alors qu'en fait, Non, le but pour nous, c'est précisément d'aider à assembler ces différents éléments, qui ne voilà. sont pas tous combinables, les choses soient dites, puisque ce qu'on n'a pas précisé, puisqu'il ne s'agissait pas de rentrer dans un détail de critères d'éligibilité, mais en fonction du GIR, ça, en fait, c'est l'évaluation qui est faite en fonction des capacités fonctionnelles et l'environnement social d'une personne, en fonction du GIR, des niveaux de revenus, on va être éligible ou pas, par exemple, à certaines aides de la CNAV, et on va être éligible ou pas à certaines aides de la MDPH, etc. Donc, tout ça, ça ne veut pas dire que malheureusement, qu'on puisse tout combiner. Non, tout à fait. Ce qu'on a voulu vous illustrer aussi, c'est ce qui est le panel de ce qui est envisageable. Ça dépend des situations personnelles, effectivement, et des subventions qui sont combinables ou pas. Mais pour rebondir sur ce que disait Raphaël, nous, notre rôle, effectivement, en tant qu'opérateur, c'est d'accompagner tous les ménages. Donc, quand je disais un numéro, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas avoir accès, enfin, c'est aussi pour des questions RGPD, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mails, les mots de passe, etc. Donc, les gens doivent s'inscrire. Mais après, une fois, encore une fois, là spécifiquement pour l'ANA, une fois que c'est fait, nos conseillères habitat, elles font, en fait, c'est leur travail, de regarder tout ce qui est possible en fonction de la situation de la personne, des travaux envisagés, quelles sont les aides mobilisables. Voilà. Et la combinaison de tout ça, en fait, en fonction des situations. Mais ça, c'est le travail de nos conseillères habitat, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une question particulière? Alors, plus de questions ou de remarques, donc je pense qu'on peut avancer sur la suite. Alors, bon, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est quand même assez lourd et ça peut être un format un peu descendant. Donc, après, ça sera vraiment l'idée de pouvoir échanger. Le but, notamment, de ce webinaire, c'est de réfléchir à, du coup, la sensibilisation des copropriétés. Et pour ce faire, ce qui a été mis en place avec l'assurance retraite, c'est une action qu'on a appelée prévention copropriété, tout simplement, qui a pour but, en fait, de sensibiliser à la fois les conseils syndicaux, mais aussi, surtout, les copropriétaires. Au bout du compte, tout ça change beaucoup. On a eu la porte d'entrée qu'on avait et ce qu'on continue à proposer, à la fois dans le 75, dans le 92 et le 95, qui sont les 3 départements où on porte cette action. C'était des visites conseils en ergothérapie. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller au domicile de la personne pour tout simplement pour faire des premières préconisations. Comme disait Gaël, lorsqu'on parle d'une évaluation d'ergothérapie à proprement parler, on est en train de parler d'un travail de diagnostic beaucoup plus poussé, avec un compte rendu qui implique notamment de travailler sur les plans et d'établir un cahier des charges beaucoup plus spécifique. Alors que là, l'idée, c'est vraiment que ce soit une première porte d'entrée pour des personnes qui ne sont pas forcément en situation de perte d'autonomie, mais qui ont la curiosité ou plutôt la sensibilité, qui est ce que tout le monde devrait avoir quand même, à l'idée de porter un projet d'adaptation. Parce qu'on n'est pas rentré beaucoup dans ce détail, mais l'un des problèmes qu'on a, et peut-être que Gaël et Aude-Laure rebondiront sur le sujet, mais l'adaptation, le problème assez souvent, c'est qu'elle a une fonction curative. Donc, on se retrouve avec des gens qui vont adapter leur logement face à une perte d'autonomie qui est déjà entérinée. Et donc, le but de l'action, c'est vraiment, dans cet univers complexe qu'on a déjà évoqué de la copropriété, d'aider au contraire des personnes âgées qui font pas forcément face à une situation de perte d'autonomie, mais à réfléchir à leur projet. Donc, il n'y a pas de critères d'éligibilité particuliers par rapport à la distinction propriétaire-locataire. L'idée pour nous, en fait, c'est de mobiliser des conseils syndicaux qui servent en quelque sorte d'ambassadeurs sur leur territoire, donc en tout cas auprès des copropriétaires. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on anime ce webinaire, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le besoin de sensibilisation, il n'est pas qu'au niveau du conseil syndical, qui peut parfois être difficile à mobiliser, mais il est aussi, en général, dans le monde de la copropriété. Comment est-ce qu'on fait le lien, notamment, entre les acteurs de la rénovation et la copropriété? Donc, en fait, pour nous, l'enjeu de ces visites et de cette action en général, c'est d'arriver à cerner les différentes problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on est en copropriété pour réfléchir justement aux évolutions de cette action. Donc, ce qui est important aussi à savoir, c'est que bon, c'est sur ces 3 départements-là, mais c'est que c'est aussi des visites conseils qui sont entièrement prises en charge, parce que c'est une action expérimentale qui a pour but de savoir si en fait on identifie bien les besoins et surtout si on a bien identifié la porte d'entrée. Mais l'une des perspectives qu'on aimerait donner à ça, c'est justement un travail plus global sur l'évaluation de l'accessibilité des copropriétés. Mais bon, je vous avoue que ce n'est pas pour demain la veille. Donc, parmi vous, je sais que vous avez des portes d'accès très différentes, mais je pense que ça donne aussi de la richesse à la réflexion.
Si vous avez identifié des difficultés au sein d'une copropriété donnée, que vous soyez architecte, que vous soyez dans un conseil syndical, que vous soyez dans une collectivité, il suffit tout simplement de nous écrire donc à l'adresse préventioncopropriété@solia.fr, que vous verrez de toute façon dans les slides. Et l'idée pour nous, ce sera justement de proposer des visites conseils en ergothérapie aux personnes qui le demanderont tout simplement. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions, d'autres points de constat, mais en tout cas, c'était la petite partie de sensibilisation et de communication sur nos priorités d'action qu'on pouvait porter. Et surtout, je pense que cette action, elle est intéressante pour une raison qui est assez simple. C'est que notre présentation, comme vous l'avez vu, et c'est quelque chose qui a été évoqué avant, et Cyril, c'était ce que tu laissais comprendre aussi indirectement, lorsque tu disais qu'au bout du compte, il n'y avait qu'une aide collective qui était proposée aux conseils syndicaux, c'est qu'à l'heure actuelle, on a quand même une réflexion qui est très basée sur les parties privatives. Et même si l'action prévention copropriété, c'est des visites conseils pour une personne et donc principalement dans son logement, l'idée, c'est quand même de valoriser le travail qui aura été fait au sein des copropriétés pour être à même d'avoir justement une réflexion sur l'accessibilité et l'environnement de la copropriété. Donc, ça peut être quelque chose d'assez utile pour nous que de porter cette action pour réfléchir dans un deuxième temps à ce qui est proposé aux conseils syndicaux, aux syndics, voire aux architectes. Pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, je vous remercie, c'était très clair. Et du coup, cette adresse mail, donc si vous êtes vous-même dans cette catégorie-là de seniors ou de personnes à mobilité réduite, vous sera transmise avec les slides au courant de la semaine prochaine, a priori. Donc, vous pourrez solliciter Solia par cette adresse. Je ne sais pas si vous avez des éléments à rajouter, Raphaël, Gaël ou de Laure. Sinon, je pense qu'on va conclure sur la présentation. Moi, l'unique question que je pourrais avoir aux commentaires, c'est par rapport à ce qui vous a été dit, et pas du tout pour critiquer le travail qu'on fournit, mais pour identifier justement vers où est-ce qu'on doit aller, quelles sont les questions que vous auriez pu avoir en arrivant dans le webinaire qui n'ont pas été répondues, pour savoir un petit peu aussi vers où est-ce qu'on doit cerner les actions. Donc, ça peut être un retour qui est fait par la suite, mais on serait sensible à ce retour pour construire une action qui est logiquement un appel à projet expérimental, donc qui gagne à vos retours sur ce sujet. Et puis, on en avait quand même une autre, on s'interrogeait aussi, nous, en tout cas, en préparant ce webinaire, c'était les liens que vous pouvez faire entre vous. Enfin, comme on a su, effectivement, comme nous l'a précisé Cyril, vous êtes architecte, vous êtes membre de conseils syndicaux, vous êtes copropriétaire, vous êtes syndic, vous êtes commune. Enfin, voilà, comment entre vous, les liens se font pour répondre aussi aux besoins des personnes. Parce que nous, là, par rapport à l'action que vous a présentée Raphaël en dernier lieu, on a quand même des difficultés à solliciter les conseils syndicaux. Et du coup, nous, on y croit évidemment sur cette action. Et l'idée, c'était éventuellement, si vous aviez ou des réseaux qu'on n'a pas du tout idée, ou je ne sais pas, des choses que vous faites, des animations ou des communications, peut-être, ou sur des supports aussi, qui pourraient nous servir en tout cas à solliciter et à mobiliser les conseils syndicaux dans notre action sur la prévention. Voilà, merci. Oui, si je peux rajouter en tout cas, c'est vrai que l'important, c'est vrai que dans différentes situations que j'ai pu avoir, dans le cas des copropriétés, c'est vrai que c'est cette notion d'interaction et de transversalité avec vous, ce serait vraiment quelque chose qui pourrait amener à ce que la personne, le bénéficiaire, puisse vraiment améliorer son lieu de vie. Et ça, franchement, je serais ravie de travailler de manière en collaboration avec différentes instances comme les vôtres. Voilà, si je puis me permettre, parce que c'est vrai que c'est toujours une frustration de pouvoir, en tout cas, intervenir sans forcément avoir cette notion de possibilité d'adaptation qu'on pourrait avoir encore la plus précise et la plus exhaustive suivant une situation, un bénéficiaire ou plusieurs bénéficiaires. Voilà, voilà. En tout cas, je voulais vraiment rajouter ça parce que c'est vrai que dans ce parcours, ça peut vraiment être un plus pour une personne qui est en situation de besoin, de perte d'autonomie dans le cas d'une copropriété. Et ça amène à ce que cette personne puisse être dans un maintien à domicile le mieux qu'il soit. Et par ailleurs, Cyril, je ne sais pas si c'est envisageable, mais pour rebondir aussi sur ce que disait Aude-Laure de la connaissance des acteurs, parmi les questions qu'on a sautées un petit peu à la fin, mais qui étaient en toile de fond aussi quand on nous a demandé
il y avait du coup un architecte ou une architecte qui nous a demandé si on pouvait être sollicité. On serait curieux de savoir aussi, lorsque vous êtes démuni par rapport à la question de l'orientation, de savoir vers qui est-ce que vous orientez. Donc, reconstituer aussi un petit peu le canal de l'existant et peut-être les orientations que vous avez pu avoir jusqu'à présent lorsque vous essayez d'accompagner quelqu'un, justement, aussi bien un conseil syndical qu'un architecte, les collectivités étant logiquement plus étoffées sur ce genre de questions. Donc, je ne sais pas, Cyril, si c'est envisageable qu'on envoie quelques questions aux participants et participantes en termes de RGPD ou pas, Mhm. mais de poser quelques questions auxquelles on n'a pas forcément eu de retour. Oui, bien sûr. Ce qui est possible, c'est qu'on élabore un questionnaire, puis qu'on fasse ça avec différentes questions que vous aurez élaborées, que ce soit rempli de façon anonyme ou pas, en tout cas en mettant le type de public qui y répond pour avoir ces retours d'expérience qui seraient intéressants pour vous, effectivement. Donc là, on a une petite dernière réponse, mais du coup, ouais, c'est pour une copropriétaire dans une copropriété que je suis sur le 11e arrondissement et qui semble intéressée par votre suivi. Donc, une grosse copropriété de 280 logements, plusieurs bâtiments. Donc, je pense qu'on pourra en reparler par la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils entrent dans une démarche DTG. Du coup, ça peut être l'occasion de voir comment faire coïncider ces deux diagnostics, les imbriquer dans une seule démarche. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, ça porte déjà ses fruits. Tout à fait. Donc, je vous rappelle que cette vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous fera suivre la présentation ainsi que du coup cette pièce jointe qu'on voit actuellement à l'écran, je crois. Et puis, du coup, un questionnaire qu'on va essayer d'élaborer assez rapidement. N'hésitez pas à nous transmettre tout retour d'expérience ou questions sur ces sujets-là. Je ferai parvenir ça à nos intervenants du jour. Et puis, j'en profite également. Si jamais il y a des sujets sur des solutions pro à venir que vous voulez voir être abordés, n'hésitez pas à nous les soumettre également. On est très preneurs de voir quelles sont vos attentes par rapport à tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Merci à vous, Raphaël, Gaël et Aude-Laure pour votre participation. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Bonne beaucoup, journée. Cyril, et merci à toutes et Merci. tous. Bonne journée. Merci à vous.